bonjour à tous. Donc, je suis très heureux d'introduire cette webconférence patient pour l'Association de sclérodermie de France sur les thématiques des calcifications sous-cutanées de la sclérodermie. Vous savez que c'est un problème qui touche 20 à 40% des patients. Alors, est-ce qu'on peut les éviter et comment les traiter? Nous allons faire ça en binôme avec le docteur Guillaume Moivray qui suivra ma présentation, qui est spécialiste en chirurgie gamin sur le site SOS mains et doigts de la clinique Sud à Méquin, tout près du CHU. Il y a d'ailleurs un partenariat établi avec le CHU pour la prise en charge des patients avec pathologie de la main. Et moi-même, donc, Cafula, qui dirige un centre de référence des maladies auto-immunes sur l'île et qui dirige aussi, qui co-dirige avec notre ami pédiatre Alexandre Bello la filière FI2R. La sclérodermie, c'est d'abord une microangiopathie. Une microangiopathie, vous savez, une maladie des petites artères des doigts. Comme on le voit sur ce schéma, les artères des doigts, les artères rouges alimentent en oxygène les doigts, qui donc peuvent respirer et vivre normalement avec un petit vaisseau en coupe qui est comme un tuyau d'arrosage finalement où au milieu le sang circule. Et dans la sclérodermie, il y a un épaississement de ces petits vaisseaux. Un épaississement qui fait que la lumière au centre se rétrécit. Si la lumière se rétrécit, le sang arrive moins bien au bout des doigts. Et on peut le voir en capillaroscopie. La capillaroscopie, vous connaissez, vous patients, cet examen qui est totalement indolore, qui est juste l'examen au lit de l'ongle avec un gros microscope pour analyser les vaisseaux des doigts. Et les vaisseaux des doigts reflètent un peu aussi les vaisseaux, l'état des vaisseaux au plan général. Et on voit ici sur cette capillaroscopie des capillaires qui sont très très dilatés. Normalement, un capillaire est très 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 fin comme celui à gauche, un petit peu mal visible, mais ici il est très très dilaté. On appelle ça des mégacapillaires. Et les mégacapillaires, eh bien, se thrombosent rapidement et souvent, ce qui fait que le sang arrive avec grande difficulté au bout des doigts. Et donc, la conséquence aussi, c'est le phénomène de Raynaud, que vous connaissez bien, et qui est un symptôme constant au cours de la sclérodermie systémique. Ce phénomène de Raynaud et ces problèmes de circulation au niveau des doigts peuvent donner des ulcères. À peu près 40% des patients atteints de sclérodermie systémique souffrent d'ulcères. Lorsque ces ulcères doivent survenir, c'est essentiellement les 5 premières années. Ce qui veut dire aussi que si vous avez une sclérodermie qui évolue depuis 10 ans maintenant, que vous n'avez jamais fait d'ulcère, vous serez tranquille sur le plan des ulcères, ils ne surviendront pas, ou exceptionnellement, mais habituellement pas. Ça, c'est donc une ulcère par manque d'oxygène au niveau des petits, au niveau du bout des doigts, du fait de l'abouchement des petits vaisseaux. Mais il y a plusieurs mécanismes pour expliquer les ulcérations au cours de la sclérodermie systémique. À côté de ces ulcérations dites ischémiques, vasculaires donc, il y a comme ici des ulcérations dites mécaniques. Elles sont en général sur le relief des articulations et particulièrement du dos des mains. Et les microtraumatismes qu'on peut observer parfois avec le dos du main contre des surfaces dures, ou alors la rétraction de la peau et des doigts va faire craquer la peau et peut être à l'origine d'une ulcération qui est alors mécanique. Bien sûr, une participation vasculaire existe toujours, mais ce sont les ulcérations mécaniques, c'est le deuxième mécanisme des ulcérations chez les patients sclérodermiques. Le troisième mécanisme, en haut à droite, et rien apparemment ne distingue cette ulcération des autres, au bout du doigt, sont liés aux calcifications sous-cutanées. Les calcifications sous-cutanées se voient chez 20 à 40% des patients sclérodermiques, mais tous les patients qui ont des calcifications sous-cutanées ne vont pas faire d'ulcère. Vous voyez ici le doigt et l'aspect de cette ulcération au niveau de la pulpe du doigt. Sur les radiographies, on voit les petites calcifications blanches autour, dans ce qu'on appelle les parties molles, autour de l'os. Et puis, eh bien, de cette ulcération est sorti un morceau calcaire, comme ici, très dur, que le patient a pu extraire lui-même d'ailleurs de son doigt. Ce sont les ulcérations sur calcification. Toutes ces ulcérations, quel que soit le mécanisme, sont une cause d'altération importante de la qualité de vie. Ces ulcérations soient ischémiques, mécaniques ou sur calcification. Et donc elles peuvent donner des complications à type d'infection, parfois des gangrènes, parfois des amputations très limitées du bout des doigts. Évidemment, ça altère la fonction de la main.
l'utilisation de la main au quotidien est douloureuse. Tout cela va limiter toutes les activités quotidiennes, qu'elles soient familiales, professionnelles. Tout cela sera source aussi d'anxiété et de dépression. Si on fait des radiographies de main, et les radiographies de main doivent être réalisées systématiquement chez des patients atteints de sclérodermie, on voit que ces calcifications se localisent surtout sur le bout des doigts. On a ici les radiographies de main, ici on voit l'extrémité, la dernière phalange au niveau des doigts, on en voit ici, ici au bout, on en voit aussi de l'autre côté. Donc c'est surtout au niveau du bout des doigts, et c'est là que peuvent survenir les ulcérations sur calcification. Voilà un autre exemple de calcification sur une radiographie de doigts, de main. Et elles sont importantes. Si on regarde cliniquement, on voit une calcification sous la peau, eh bien c'est le même patient. Ces calcifications vont s'ulcérer, vont provoquer une ulcération de la peau. Et toutes ces petites calcifications, ces bouts de calcaire, vont être extraits. Et la patiente en question est venue à la consultation avec tous ces morceaux de cristaux de calcium extraits de l'ulcération. Et en général, lorsque ces petites calcifications sont extraites, évacuées, eh bien, on voit que tout d'abord, il y a moins de calcification au niveau ici de la phalangette, l'extrémité, et aussi que tout a cicatrisé, ma foi, de façon parfaite, sans laisser de séquelles, sauf une petite rétraction du bout du doigt, mais la cicatrisation est parfaite. Quand la calcification est extraite, la cicatrisation se fait habituellement et spontanément. Quels sont les mécanismes exacts de ces calcifications? Alors, on appelle ça la physiopathologie. Comment expliquer cela? Eh bien, on n'a pas d'explication encore très claire, mais plusieurs mécanismes interviennent très probablement. Si on regarde ce schéma, il montre que tout débute par un traumatisme habituellement, quand même, sur regard des calcifications, mais sur une peau qui est anormale, une peau où il y a une prolifération des fibroblastes qui donnent la dureté de la peau, mais une peau aussi où les vaisseaux sont de mauvaise qualité et ça entraîne un manque d'oxygène, d'où une hypoxie. Cette hypoxie va appeler au niveau du foyer cutané des cellules fibroblastiques, ici il y a le fibroblast, et par l'effet de différents facteurs de croissance, en fait c'est ce fibroblast qui va se transformer progressivement en ostéoblast, étonnamment une cellule qui va fabriquer de l'os, comme on peut l'observer au niveau des os et de la moelle osseuse. Et c'est cet ostéoblaste qui va être à l'origine de ces calcifications sous-cutanées. Alors, ces calcifications sous-cutanées peuvent être au niveau des mains, à des extrémités des doigts, mais elles peuvent aussi être localisées sur différentes autres zones de pression. Vous voyez ici une plante de pied, vous voyez ici un genou. On peut aussi en avoir de façon disséminée, ici au niveau des épaules. On voit bien ces calcifications autour de l'os, à droite et à gauche. On voit bien le long de l'humérus, ici en bas, des gros paquets calcaires, et ici au niveau articulaire, mais en périarticulaire. En général, ces calcifications sont autour des articulations et pas dans les articulations. Et parfois, de façon beaucoup plus rare, ces calcifications peuvent être localisées au niveau de la colonne vertébrale, et ici du rachis cervical, avec des gros paquets calcaires qui sont allés même comprimer des racines nerveuses, voire un peu la moelle, et qu'il a fallu libérer. Alors, quels sont les traitements de ces calcifications? On a eu beaucoup d'espoir en 1995 avec les inhibiteurs calciques. Les calcium bloqueurs, dans cette publication, semblaient pouvoir réduire la taille des calcifications. Il y a là une démonstration par l'image qui est, à mon sens, peu démonstratrice, mais à l'époque, on a beaucoup cru que les inhibiteurs calciques, c'est-à-dire les calcium bloqueurs, le tildiam, le butylium, l'amlodipine, l'amlor, pourraient réduire dans le temps la taille des calcifications. En fait, on était beaucoup déçus dans les années qui ont suivi. Et ici, j'ai retrouvé un article publié tout récemment en novembre 2022 qui vous fait la synthèse de tout ce que l'on sait des médicaments qui pourraient agir sur les calcifications de la sclérodermie. On a tout d'abord en haut les calcium bloqueurs, mais on voit que ici, c'est une publication donc ancienne, je vous l'avais dit, que l'efficacité, c'était 3 efficacités sur 12 patients traités, donc c'est réponse partielle, donc finalement, avec le recul, c'est pas très convaincant. Il y a peut-être l'intérêt aux tétracyclines. Les cyclines sont des médicaments qu'on utilise pour leurs propriétés anti-inflammatoires dans l'acné. Et c'est des médicaments qui marchent très bien pour traiter l'acné et prévenir l'acné. Et donc, on a pensé que ça pouvait être utile pour la composante inflammatoire de ces calcifications.
Et là, vous avez le nombre de réponses partielles, 8 sur 9 réponses partielles, si on traite pendant 4 à 8 mois avec la minocycline 50 à 100 mg. Les autres propositions thérapeutiques et suggestions thérapeutiques, eh bien, ne sont pas du tout convaincantes, comme les bisphosphonates que l'on donne dans l'ostéoporose, comme des médicaments immunosuppresseurs tels que le rituximab. Il y a eu un espoir sur un cas, et puis finalement, les autres cas n'étaient pas convaincants. Pour ce qui concerne d'autres immunosuppresseurs, eh bien, pas de bénéfice, que ce soit des anti-TNF, que ce soit des médicaments donnés dans l'hypertension artérielle, dans le phénomène de Raynaud, comme les inhibiteurs de phosphodiesterase, le JAK inhibiteur qu'on utilise dans la polyarthrite rhumatoïde, peut-être de l'intérêt du thiosulfate de sodium. Et on dira un petit mot du thiosulfate de sodium. C'est un médicament qui est utilisé par voie intraveineuse dans les calcifications de l'insuffisance rénale, la calciphylaxie. Il y a quelques résultats intéressants, et donc on a testé dans les sclérodermies si ça pouvait apporter un bénéfice, mais c'est un traitement qui est en fait très difficile à administrer. Le patient doit venir 3 fois par semaine en hospitalisation. C'est une perfusion intraveineuse, ça ne peut pas se faire à domicile et il faut le faire pendant des mois et des mois pour avoir un bénéfice. On l'a fait chez quelques patients, mais en fait avec toujours une grande déception. Il y a eu un essai qui a été fait avec le même produit, mais en topique, en application locale, et là aussi on est très très déçus de ce traitement. Finalement, donc, ce qui ressort de ce qui est publié actuellement, c'est que, ma foi, les inhibiteurs calciques, ça fait pas de mal et ça traite le phénomène de Raynaud, et on encourage tous les patients qui ont une sclérodermie à être sous inhibiteurs calciques, et peut-être ça peut ralentir un peu ces calcifications. Eh bien, tant qu'à faire, prescrivons-les systématiquement. Et puis l'aminocycline, quand vraiment ces calcifications sont inflammatoires, chroniques, douloureuses, ça vaut la peine de tenter, mais avec seulement des réponses partielles. Il y a un médicament qui ne figure pas dans la liste des produits que je vous ai présentés, c'est la colchicine, et que nous utilisons pourtant parfois pour ses effets anti-inflammatoires. En fait. Quand les calcifications sont très inflammatoires et douloureuses, eh bien, on peut faire quelques semaines de colchicine, comme on traite la goutte, avec 1 mg de colchicine tous les jours. Et puis, il y a les abords plutôt physiques. Il a été testé le laser, mais les résultats sont plutôt décevants. On a essayé la iontophorèse, les résultats sont plutôt décevants. Et puis, il y a l'extraction chirurgicale, et là, il y a des résultats extrêmement intéressants. Voilà juste un exemple de cette calcification, cette très grosse calcification sur le pouce, qui était douloureuse et inflammatoire, et que l'on voit sur la radiographie, et que nous avons proposé à l'équipe chirurgicale et au docteur Wavray. Eh bien, l'exérèse va permettre d'évacuer toutes les calcifications avec une cicatrice. Eh bien, ici, la tête est encore un tout petit peu béante, mais elle va se fermer avec une excellente qualité parce que, à l'exception des extrémités qui sont beaucoup plus fragiles, en pleine peau, même si elle est indurée par la fibrose, eh bien, la fibrose, c'est une cicatrisation. Et les fibroblastes sont actifs et la cicatrisation se fait habituellement bien. Voilà d'autres patients qui ont bénéficié d'une prise en charge chirurgicale avec les cicatrisations obtenues sur un orteil et ici sur un doigt. Donc, ce qu'il faut retenir de cette première partie plutôt médicale, c'est que les calcifications, c'est 20 à 40% des patients sclérodermiques, qu'ils ont une composante mécanique et ischémique. Et souvenez-vous de l'ostéoblaste qui fabrique un petit peu d'os, et c'est sous calcaire sous-cutané. Il n'y a pas de médicament vraiment efficace, mais calcium bloqueur de temps en temps, la colchicine, et parfois, pour certains patients, pourquoi pas tenter l'aminocycline, et que finalement, eh bien, c'est l'extraction des calcifications. Alors, on a certains patients qui font eux-mêmes, mais je préfère confier mon patient au chirurgien. Donc, je vais passer la parole au docteur Guillaume Wavray qui va vous parler de son expérience. Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup de cette invitation. Merci au professeur Achula d'avoir pensé à moi pour vous exposer différentes idées plutôt générales sur la calcification, enfin la calcinose sous-cutanée. Avec le point de vue du chirurgien et une expérience sur certains cas cliniques, on le verra à la fin. Alors tout d'abord pour l'anatomie chirurgicale, là je vais un petit peu exclure les ulcérations hyperalgiques qui sont parfois associées ou pas à la calcinose sous-cutanée, puisque ce n'est pas tout à fait le même traitement, et là du point de vue chirurgical, l'hyperalgie, ça nous fait craindre une atteinte plus profonde avec soit une ostéite, soit une ostéoarthrite, c'est-à-dire une infection plus profonde.
et qui pose évidemment d'autres soucis d'ordre chirurgical, avec une atteinte osseuse et donc un traitement osseux, une atteinte articulaire, une atteinte, un traitement éventuellement articulaire. On peut aller loin, alors c'est des évolutions qui se font dans le temps forcément. Et là, je vais plutôt axer la présentation sur vraiment la calcification sous-cutanée à la main ou au niveau des zones exposées d'extension. Alors, c'est avec ou sans extériorisation. L'étendue et les volumes sont très variables et parfois très impressionnants. C'est symptomatique ou pas, évidemment, on s'intéressera plus quand c'est symptomatique. On ne va pas opérer quelqu'un qui ne se plaint pas, surtout pas. Et puis après, comme on l'a vu sur certaines radiographies, on peut avoir des dépôts plus profonds, périarticulaires, articulaires, qui sont exceptionnellement opérés. On pourrait éventuellement proposer des indications lorsque ça gêne la mobilité d'une articulation dans sa globalité, mais c'est plutôt rare, et donc là je les ai exclus de la présentation. Alors aux chirurgiens, les questions doivent être simples, hein, c'est plus facile. Faut-il opérer, oui ou non? Comment opérer? Et ça, je vais y revenir sur certains détails techniques, ce qui fait que les techniques habituelles d'exérèse de corps étranger ou de lésions cutanées ou sous-cutanées ne sont pas forcément les bonnes dans la calcinose sous-cutanée. Et c'est pour ça qu'il va falloir prendre plus de temps à utiliser d'autres techniques pour obtenir une cicatrisation de bonne qualité. Et ensuite, les suites. Les suites, c'est très important. Il faut absolument suivre les patients de façon peut-être plus rigoureuse, en tout cas beaucoup plus régulière qu'un corps étranger, en tout cas l'extraction d'un corps étranger standard. Alors, pour l'anatomie chirurgicale, les dépôts sous-cutanés sont facilement définissables. C'est dans l'épaisseur de l'hypoderme, on en a vu un schéma tout à l'heure. Il y a ou pas un amincissement épidermique ou une perforation avec fistulisation, extériorisation. Et puis, on élimine, hein, comme on a dit tout à l'heure, les dépôts qui sont trop proches des articulations autour des gros axes qui nécessitent d'autres techniques, d'autres voies d'abord. Alors, tout d'abord, l'étendue est très important, c'est ce qui va définir la technique chirurgicale. En cas d'extension très importante de la calcinose, se pose vraiment la question de l'abstention thérapeutique. L'épaisseur va également être importante à prendre en compte, puisque s'il nous reste du tissu profond, la cicatrisation sera beaucoup plus facile à obtenir. Et on préférera de temps en temps laisser une calcification si elle est peu ou pas symptomatique d'une certaine épaisseur, plutôt que d'épaissir et se retrouver à avoir un doigt ou une extrémité avec un contact osseux qui là va vraiment gêner le patient. Le but, hein, c'est de l'améliorer, de diminuer la gêne, mais de ne pas l'augmenter. Ce qui est très important, c'est l'examen du tissu avoisinant, et notamment sa vascularisation, puisque vous l'avez vu, le professeur Achula vous a rappelé l'atteinte vasculaire, microvasculaire. Donc il va falloir cicatriser avec un tissu avoisinant de bonne qualité, c'est-à-dire bien vascularisé. Alors ce n'est pas une vascularisation strictement normale, mais ça va permettre d'obtenir la cicatrisation dans des délais relativement normaux. Et attention au caractère inflammatoire, à la surinfection locale, notamment lors des exérèses incomplètes. Alors, un petit exemple là, à partir de l'atlas de Landsmeer, pour la loge hypoténaire, c'est-à-dire la loge au côté ulnaire de la main, hein, là où il y a la base de l'auriculaire, on s'aperçoit en opérant que les dépôts se font entre des tractus fibreux, des lames porte-vaisseaux, et sont tendus en fait de l'aponévrose palmaire et du fascia superficialis et de l'hypoderme, ce qui fait que ce sont des dépôts qui sont relativement regroupés, et on le voit sur les radiographies, c'est vraiment un regroupement de calcification. Et le but, c'est d'ôter ces calcifications en prenant soin, si possible, de garder ces tractus, puisque ce sont des lames porte-vaisseaux, et des lames qui vont porter des vaisseaux et qui vont faciliter la cicatrisation. Sur ce rayon digital, donc ça c'est un doigt qu'on a qui est représenté, hein, c'est un dessin, hein, c'est pas une représentation anatomique. Les dépôts sont similaires, mais là près de la pulpe, les tractus vont aller proche du revêtement cutané, et donc c'est souvent là
où on aura une extériorisation de la calcification. Alors, la pulpe est richement innervée, ce qui donne des calcifications des dépôts particulièrement douloureux et même fonctionnellement ennuyeux, hein, puisque la sensibilité pulpaire va être diminuée, la douleur va être exacerbée à cet endroit et le doigt sera difficilement utilisable. Donc là, il va falloir surveiller ça, la douleur, la surinfection locale, l'extériorisation, vous en avez eu plusieurs photographies tout à l'heure, et on peut aller jusqu'à l'exclusion digitale, c'est-à-dire que le patient ne peut plus utiliser l'extrémité du doigt, et avec toutes les conséquences, notamment articulaires, de cette exclusion. Au niveau du talon, du pied, surtout sur le versant latéral du pied, on peut aller jusqu'à un trouble de la marche par boiterie. Alors les indications chirurgicales sont fonction, premièrement, et c'est finalement tout ce qu'il y a à retenir, c'est de la gêne du patient. Principalement les douleurs, attention à l'ulcération qui pose d'autres problèmes chirurgicaux, en tout cas on a d'autres idées derrière la tête lorsque le patient est hyperalgique. Il y a aussi un aspect esthétique éventuel ou d'extériorisation et la nécessité de pansements réguliers avec des patients qui portent des capuchons ou des pansements pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et là, on peut bien évidemment imaginer que leur vie est très perturbée. C'est fonction de l'étendue. Plus c'est étendu, plus c'est difficile, plus ça demande des gestes de couverture, c'est-à-dire on ne peut pas laisser une cicatrisation dirigée, c'est-à-dire enlever la calcification et attendre que ça cicatrise tout seul, puisque les berges doivent être saines et le fond de la zone également, pour que ça cicatrise de façon correcte. La demande esthétique, même si en chirurgie orthopédique c'est pas une idée très développée, oui, il faut prendre en charge, en tout cas prendre en compte et en charge cette demande esthétique au niveau des mains, hein, notamment au niveau de la face sociale de la main, la face dorsale. Les indications chirurgicales restent rares par rapport au nombre de calcifications, et si on a un patient qui vient avec plusieurs lésions, voire même plusieurs dizaines de lésions, il faudra peut-être s'attacher à s'occuper des lésions qui sont symptomatiques et uniquement celles-ci. Alors je me permets de donner quelques idées préconçues qui sont plutôt des idées de chirurgiens. Certains refusent catégoriquement de prendre en charge cela parce qu'ils estiment que la cicatrisation est impossible. C'est faux, on arrive très bien, vous avez vu déjà quelques cas cliniques, on y arrive, mais évidemment il faut que ça soit cadré. La récidive locale est systématique, là aussi c'est faux, ça peut évidemment récidiver, pas forcément au même endroit, c'est la maladie qui impose parfois son rythme. Il faut opérer dès que la lésion apparaît? Non, il n'y a pas de chirurgie préventive, sauf cas vraiment exceptionnel, notamment en cas de danger vis-à-vis d'un pédicule vasculo-nerveux, un nerf important, enfin important, ils sont tous importants, mais plus importants que d'autres. La chirurgie reste fonctionnelle. Faire des cicatrices et créer éventuellement une inflammation locale qui peut aussi augmenter la vitesse de propagation de cette calcinose. Dernière chose, il faut procéder à l'exérèse de la peau, c'est-à-dire enlever la peau et la lésion sous-jacente. Là aussi, il faut faire attention, il faut garder un maximum de revêtement cutané, car moins on va abîmer la peau, meilleure sera la cicatrisation. Donc il faut être agressif avec la maladie, mais surtout pas avec la peau, et c'est pour ça que les techniques sont un peu particulières. Tout d'abord, pour éliminer la calcinose, si on a une calcinose qui est très distale, comme le dessin en haut à droite de la diapositive, en cas d'extériorisation, c'est finalement pas très compliqué de faire quelque chose de net et ensuite d'appliquer une technique qui va permettre de couvrir la zone pour pas laisser cette extrémité pulpaire à vif et donc avec tous les désagréments d'une cicatrisation à ce niveau. Donc éliminer la calcinose lorsqu'elle s'extériorise, c'est bien de dehors en dedans, la calcinose étant déjà à l'extérieur. Par contre, pour les calcifications plus profondes, qui sont étendues, on peut procéder à une technique de dedans en dehors, c'est-à-dire qu'on va soulever la peau et on va donc procéder la plupart du temps à la pince gauche, c'est une pince qui va permettre d'enlever ces dépôts, en conservant un maximum les tractus, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permettent la plupart du temps de vasculariser la peau qu'on a ainsi soulevée. On peut aller jusqu'à brosser, laver, pour éliminer un maximum de calcinose, parce que de temps en temps, cette calcinose est soluble dans l'eau.
On continue après l'ablation, en fait, hein, il faut couvrir la zone d'excision, notamment quand c'est pulpaire, notamment quand c'est une zone fonctionnelle, tactile, par un lambeau local. Si l'excision est cutanée, et ça c'est surtout des lambeaux pulpaires, alors il y a plusieurs lambeaux qui sont très connus, lambeaux Datazoy, les mini VKS, qui permettent de couvrir d'emblée la zone d'exérèse avec une peau de bonne qualité. C'est pour ça qu'il va falloir gérer un plan véritable, chirurgical, afin d'enlever, mais d'avoir prévu tout de suite la peau à mettre à la place. La suture directe, si la peau est correcte, c'est-à-dire surtout avec la technique de dedans en dehors, et ensuite la cicatrisation dirigée. Alors on n'est pas très content si on arrive à cette dernière technique. Souvent c'est un peu plus long. Ça donne des cicatrices peut-être rétractiles, mais parfois on y est obligé et on va ne le faire que sur une peau véritablement saine. Et ce qu'on fait généralement, c'est que on décide de la cicatrisation dirigée un peu à distance de la zone qui est atteinte par la calcinose. La surveillance, alors durée de la cicatrisation, même s'il y a une pathologie microvasculaire, et bien finalement on s'aperçoit que la cicatrisation, elle n'est pas beaucoup plus longue que chez quelqu'un normal, c'est une cicatrisation équivalente. Alors il faut quand même que les zones suturées soient saines. Il est hors de question de suturer des berges de peau qui sont encore atteintes de calcinose. Vous pouvez être sûr que là, vous n'aurez pas de cicatrisation correcte, voire même vous allez nécroser la peau ou fistuliser, c'est-à-dire avoir une extériorisation d'un matériel calcique, comme on l'a vu tout à l'heure. Les soins locaux sont plutôt standards, en tout cas au début, si la technique chirurgicale est classique, et on va privilégier plutôt les pansements siliconés plutôt que gras pour ne pas faire macérer les éléments sous-jacents. Très vite, il faut arrêter les antiseptiques. Au bout de 15 jours, sur une peau qui est atteinte par cette maladie, il vaut mieux diminuer l'agression que représentent les antiseptiques, et donc très vite, il faut passer à l'eau savonneuse, même, je l'ai mis sauf, mais même en cas de cicatrisation dirigée. À partir de la 3e semaine, allez vite vers les massages réguliers, des zones cicatricielles, en appliquant éventuellement des pansements siliconés adhésifs. Et pendant 2-3 mois, rassurez le patient, il y a une zone sous-cutanée particulièrement dure, gênante, et ça s'atténue au bout de 2 à 3 mois. Quelques cas cliniques, alors on va aller un petit peu plus vite là sur les cas cliniques, avec le lever d'une pulpe éventuelle, pour aller enlever la calcification en profondeur et pour éviter d'avoir à enlever l'ensemble de l'unité pulpaire, hein, ce qui provoquerait quand même une perte de substance cutanée trop importante. Et en soulevant la pulpe et en gardant les vaisseaux, on arrive ainsi à enlever de l'intérieur ces calcifications et de reposer la pulpe avec une diminution de volume, comme vous pouvez le voir, tout à fait correcte. Ici, la loge hypothénare, c'est la même chose, on lève la peau et grâce à cette pince-gouge, on peut enlever parmi les tractus un maximum de matériel calcique. La cicatrisation pour cette zone au niveau de la crête de l'avant-bras, la crête ulnaire, on arrive en enlevant vraiment un volumineux amas calcique à avoir une cicatrisation tout à fait correcte en une quinzaine de jours. Parfois, on fait des plasties cutanées simples. Alors, c'est des petits lambeaux avec des excisions ici, des zones cutanées particulièrement fragilisées. Donc là, une cicatrisation strictement normale en 15 jours. Mais vous pouvez le voir que tout autour, la peau est d'excellente qualité. Et donc, on a une cicatrisation en une durée strictement normale. Un autre exemple sur une extériorisation quasiment d'une calcinose. Ici, c'était un patient qui était hyperalgique et donc là, on a choisi, vu la petitesse de la zone, de faire une excision en quartier d'orange et une suture directe plutôt que lever complètement la pulpe, puisque le reste était bien de bonne qualité et sans infiltration profonde. Alors sur des zones comme ça, sur des mains qui sont atteintes à plusieurs endroits, pour chaque endroit, chaque doigt, chaque localisation, il faudra choisir la technique la plus adaptée et non pas utiliser strictement toujours la même technique, mais vraiment choisir au cas par cas. Donc on peut utiliser des lambeaux foliés
en levant la peau, en excisant ou en réalisant des lambeaux. Donc là, vous voyez une zone cutanée qu'on a excisée et on a pris ici un lambeau de peau qu'on vient tourner. Donc ça reste en cicatrisation dirigée, ça va cicatriser tout seul, le fond est bon et on a couvert la base du doigt avec une peau de bonne qualité. Au niveau du pouce, en levant un lambeau complètement, on enlève un maximum de matériel calcique pour appliquer ce lambeau vascularisé à cet endroit. Le mini VKS, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'excision de la petite zone et la mise en place sur l'extrémité pulpaire d'une peau de bonne qualité qui va recouvrir la pulpe et ainsi permettre au patient de récupérer une sensibilité et une fonction correcte de la pulpe. Je vous remercie. Lorsque vous avez enlevé par exemple un gros amas de calcification à un endroit particulier et que malheureusement il en reste dans le fond par exemple, est-ce qu'on peut réopérer au même endroit? Est-ce que ça fragilise pas la peau que vous avez remis à cet endroit-là? Est-ce que c'est une contre-indication de réopérer à ce moment-là? Alors sur les zones avec une trophicité, c'est-à-dire un environnement qui est bon, ça pose aucun problème de réopérer. On sera beaucoup plus prudent à l'extrémité digitale, puisque là en fait on va avoir des difficultés techniques pour pouvoir remplacer la peau ou couvrir si jamais la calcification prend une grande étendue. Donc c'est vrai que l'extrémité digitale, là vraiment il y a une prudence particulière à avoir. Mais Dominique, vous voyez, je pense que ça n'est pas, comment dire, vous avez utilisé le terme, si malheureusement il reste des calcifications, il restera forcément un fond de petites calcifications. Ça, c'est obligatoire. Et donc, il ne faut pas chercher à vouloir tout nettoyer parce que quand on a retiré le plus gros et ce qui était douloureux, ben, très souvent, le fond de calcification qui peut rester peut ne pas être douloureux et même souvent n'est pas douloureux. Et donc, une des questions a été, est-ce que lorsqu'il y a des calcifications non douloureuses, est-ce qu'il faut les retirer? Non. Eh ben non, non, pas du tout. Hein. On les accepte, on les tolère, Oui. il faut les laisser, bien sûr. Alors, j'ai été opéré il y a 5 ans par le docteur Wavray. À un stade très avancé, car je ne connaissais pas les conséquences évolutives. Depuis, j'ai 2 nouvelles calcifications douloureuses, mais sur 2 autres doigts. Et je revois le docteur Wavray ce jeudi en toute confiance. Eh bien, très bien, voilà, c'est parfait. Donc prochainement, je bénéficierai d'une perfusion d'Aclasta pour renforcer mes os en raison de mon ostéoporose. Ce traitement risque-t-il de renforcer également mes calcifications? De ce fait, est-ce contre-indiqué? J'ai beaucoup de calcifications, mains, coudes, hanches, pieds, très invalidantes. Pour info, j'ai une sclérodermie depuis l'âge de 11 ans et j'ai 46 ans aujourd'hui. Alors c'est une question qui a beaucoup de sens, ça, parce que effectivement, quand on fait un traitement de l'ostéoporose avec les bisphosphonates, on dit c'est pour activer les cellules ostéoblastiques en fait, qui refont de l'os. Or, vous avez vu que l'ostéoblaste, finalement, est la source de ces calcifications. Mais vous avez vu aussi que certains auteurs ont utilisé ces traitements pour traiter les calcifications, alors par un mécanisme qu'on ne connaît pas encore bien. Et certains patients étaient répondeurs, mais répondeurs partiels. En conséquence et en définitive, je pense aujourd'hui que ce type de traitement n'aggrave pas les calcifications actuelles. Au contraire, certains l'ont utilisé pour les traiter, mais le bénéfice sur les calcifications est très modeste. Donc n'ayez pas de crainte, vous pouvez aller en toute confiance pour renforcer vos os. Il n'y a pas de risque de majorer les calcifications sous-cutanées. Alors, peut-il y avoir des calcifications au niveau du cœur? Non. Les calcifications sont de localisation habituellement périarticulaire, abarticulaire, sur les zones de pression. Vous avez vu qu'il y a un mécanisme, un phénomène mécanique qui intervient, et c'est pratiquement toujours sur les zones de pression, l'épaule, l'appui, le coude, les avant-bras, les plantes de pied, le bout des doigts, partout là où il peut y avoir des petits traumatismes et des zones de pression. Donc, au niveau du cœur, il n'y en a pas. Est-ce que les calcifications peuvent apparaître davantage après la ménopause, sous les seins? Et si oui, y a-t-il un impact sur les côtes par ailleurs? Alors non, il n'y a pas d'influence de la ménopause sur les calcifications. Souvent, les calcifications, elles existent dès le début de la sclérodermie. C'est pour ça qu'on recommande de faire des radiographies de main chez tout patient pour qui on a fait un premier diagnostic de sclérodermie. Et souvent, les patients qui vont faire des calcifications en ont déjà au tout début de la maladie. Donc, ce n'est pas la peine de le refaire tous les 5 ans, tous les 10 ans. C'est souvent d'emblée qu'on le sait, et pas d'impact au niveau des côtes, donc non.
Il y avait une autre question qui disait, est-ce que l'exposition incontournable et répétée au froid accélère le processus de création de calcification? Alors c'est vrai, j'ai oublié cette question, merci de la rappeler. Alors je réfléchissais pas directement. En fait, l'exposition au froid va pas directement favoriser les calcifications, mais vous avez vu que il y a une composante quand même ischémique dans le développement de ces calcifications, et le froid va provoquer une vasoconstriction, donc va aggraver finalement les troubles de perfusion du bout des doigts. Donc, pas directement, mais peut-être indirectement. Mais il faudrait être exposé au froid en permanence. Par exemple, travailler à l'extérieur quand il fait froid, quand il pleut, quand il fait très humide, ça peut être un facteur aggravant. Mais donc, quand on est atteint de sclérodermie systémique, il faut être reconnu, je crois, travailleur handicapé et puis avoir un poste adapté quand c'est possible, évidemment. Il y a une autre question qui n'a pas été posée, mais que je souhaiterais vous poser. Vous avez dit tout à l'heure que si dans les 5 ans, il n'y avait pas eu d'ulcération, normalement, il n'y avait pas de problème après. Est-ce qu'on fait une distinction importante entre ulcération et calcinose? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même origine? Est-ce qu'on peut avoir l'un ou l'autre, les deux, ou rien du tout? Oui, alors c'est vrai qu'on peut avoir l'un ou l'autre, les deux ou rien du tout, hein, dans la sclérodermie. Il n'y a pas deux patients identiques, hein, donc tout est possible. Les, ce qui arrive habituellement dans les 5 premières années, lorsqu'elles doivent arriver, sont les ulcérations ischémiques, les toutes premières que je vous ai fait voir. Quand il n'y en a pas eu les 5 premières années habituellement, il n'y en a pas et il n'y en aura jamais au cours de l'évolution. Peut-être pour les calcifications, je mettrai une certaine pondération parce que les calcifications peuvent exister depuis 20 ans et puis un jour, sur un microtraumatisme, eh bien, on fait une ulcération sur la calcification. Donc la composante traumatique là peut faire qu'une ulcération apparaît après 5 ans. Oui, pour une adhérente qui a été opérée en 2018, donc et avec des récidives et qui porte de très gros chapelets de calcification qui sont très très invalidantes. Donc elle voulait savoir si les techniques avaient depuis 2018 avaient évolué. Maintenant on a appris donc qu'il y avait différentes techniques. Peut-être qu'elle n'en a eu que bénéficié que d'une, ça je ne suis pas en mesure de vous le dire. Est-ce qu'il y a eu des évolutions parmi les techniques depuis 2018? Alors du point de vue chirurgical, non, la théorie, ça n'a pas beaucoup évolué. On est peut-être plus prudent, plus sensibilisé à la question, en tout cas pour les chirurgiens de la main. Ce qui a peut-être évolué en bien, c'est la capacité de surveillance et la gamme de pansements qu'on peut mettre, des pansements qui sont très peu agressifs, et on diminue énormément les antiseptiques, hein, qui pour nous agressent une peau déjà fragilisée. Donc c'est plutôt les suites qui ont varié, en tout cas la sensibilisation à la pathologie et les suites avec peut-être davantage de pansements de meilleure qualité à base de colloïdes ou les hydrocellulaires qui peuvent être davantage utilisés, notamment au niveau de la main. D'accord. Okay. Merci. Il y a une question, est-il conseillé de porter des bas de contention quand on a des crises de rénaux? La réponse est non. En revanche, les bas participent au maintien de la chaleur du corps. Donc je ne peux que encourager, quand c'est l'hiver, d'avoir du multicouche et d'avoir du multicouche au niveau des jambes, au niveau du tronc, au niveau de la tête, du cou et des extrémités. Ensuite, la question c'est, est-ce que la contention au niveau des bras peut diminuer les calcifications? Est-ce que la compression des calcifications peut réduire les calcifications? Non, je ne crois pas. Je pense que la contention peut avoir un intérêt dans la difficulté à cicatriser ou l'œdème post-chirurgical, mais comme ça, non, je ne mettrai pas de contention au niveau des membres supérieurs en tout cas. Est-ce qu'on peut soulager localement une calcification avec du chaud, du froid ou autre? À vrai dire, c'est une question inattendue. Je n'ai pas de point de vue à ce sujet. Je dois dire que si je tentais quelque chose pour soulager la calcification, je prendrais plutôt du chaud que du froid, parce que le froid sur les doigts de patients avec sclérodermie, c'est sans doute pas recommandé. Quand, en tout cas, il y a des calcifications inflammatoires et douloureuses, c'est là que la colchicine peut apporter un bénéfice.
Alors, je sais pas, les pansements alcoolisés, est-ce que ça peut... Bah ça nous, peut on a irriter peur la de, peau, ouais, c'est on a ça. peur du dessèchement du revêtement épidermique vraiment superficiel. Donc, dans les pansements alcoolisés, moi, je pense qu'il faudrait éviter. Ouais. Le savon de Marseille, c'est très bien. Le savon doux, c'est finalement assez bien. J'avais encore une question, si vous permettez. Oui. Je voulais savoir, justement, toujours en parlant de la même personne, est-ce que le retrait de calcification au niveau des doigts peut entraîner une rétractation des doigts? Alors, c'est pas l'exérèse, il peut y avoir, alors soit parce que la cicatrisation est de mauvaise qualité, elle est rétractile, donc ça c'est la cicatrisation et c'est pas la maladie propre qui peut entraîner des rétractions de doigts. On voit ça surtout dans les IPP, c'est-à-dire dans l'articulation du milieu des doigts longs. Les doigts longs, c'est de l'index à l'auriculaire. En théorie, on peut le prévenir en limitant au maximum l'agression cutanée et la couverture. Malheureusement, il y a des cas qui sont plus difficiles que d'autres, avec un côté inflammatoire. Donc oui, ça peut arriver et c'est une difficulté cicatricielle. À propos de la cicatrisation, est-ce qu'on peut préparer la cicatrisation future en hydratation de la peau, la protéger? Est-ce qu'il y a des recommandations? Est-ce qu'il ne faut surtout pas utiliser les gels hydroalcooliques ou... Alors moi, pour l'hydratation, oui, je pense que c'est loin d'être idiot. Et donc c'est des crèmes standards, type anti-gerçure, anti-crevasse, qu'on trouve aisément et de toute marque. Donc ça, oui. Et en fait, c'est plutôt pour avoir une peau de meilleure qualité autour de la lésion qu'on pourra enlever. Donc oui, moi je le dis pas systématiquement aux patients, je le dis quand on voit vraiment que la zone est compliquée à gérer. Mais oui, c'est une excellente idée. Devons-nous hydrater les calcineuses par des crèmes pour les mains? Oui, toute hydratation, l'entretien de la peau, la qualité de la peau, l'hydratation de la peau est une bonne chose dans la sclérodermie et chez tout le monde d'ailleurs. Alors la question suivante est importante, je crois, parce que ça peut être une fausse croyance en fait. Faut-il manger moins de calcium pour avoir moins de récidives? Effectivement, on peut se poser la question parce que c'est bien du calcium, un dérivé du calcium, ces calcifications. Mais non, il n'y a pas de lien entre l'alimentation, la vitamine D et le développement de ces calcifications qui sont directement produites par les cellules fibroblastiques différenciées qui se transforment en ostéoblastes. Donc non, il ne faut pas limiter l'apport de calcium. Calcification autour de la hanche, eh ben oui, c'est possible. Autour de toutes les articulations, c'est possible. Oui, Devons-nous éviter les gels hydroalcooliques? Oui. Non, il y a beaucoup de glycérine. Donc oui, il y a de l'alcool, mais la glycérine va tamponner et donc il n'y a pas du tout de contre-indication. Et d'ailleurs, si vous utilisez souvent des gels hydroalcooliques toute la journée sans rincer, sans vous laver les mains, vous avez donc une petite couche et donc non, il faut utiliser ces gels qui permettent d'éviter bon nombre de transmissions et donc ça, il faut continuer. Ah, donc ça, c'est très, très important, cette information. Merci beaucoup. Une toute dernière, là, qui demande si la calcification au niveau de la hanche peut entraîner une limitation de la marche. Et oui, absolument. Bah oui. Bien sûr, ouais. Ouais, ça peut être douloureux, absolument. Comme de l'arthrose ou autre, oui. Oui, en tout cas, voilà, grand merci pour toutes ces infos, pour vos réponses à toutes ces questions. À la prochaine, parce que franchement, c'est une très belle chose que de pouvoir communiquer comme ça avec les adhérents et de leur apporter des informations intéressantes et importantes pour eux. Avec grand plaisir. Merci, avec bonne plaisir. soirée à tous. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.